Je vous propose une vidéo qui va résumer tout le chapitre H6 qui s'appelle Rome du mythe à l'histoire. Alors, Rome, comment c'est né? Eh bien, c'est une histoire où il y a à la fois des dieux, des hommes, des meurtres, des fratricides. Et au début, en fait, c'est l'histoire d'un dieu, Mars, qui tombe amoureux d'une femme, une humaine, Vestale, c'est-à-dire une femme consacrée à un dieu qui doit rester vierge. Alors, Rhea Silvia, c'est pas n'importe qui, puisque c'est la fille d'un grand roi qui s'appelle Numitor. Alors, cette femme va donner naissance donc à deux enfants qui s'appellent Romulus et Rémus, normalement elle n'a pas le droit, et donc un concurrent du roi Numitor va essayer de tuer ces deux enfants, parce qu'il a peur d'être menacé par eux, et il va donc jeter ces deux enfants dans le Tibre, un fleuve. Mais manque de chance, enfin pour lui, mais heureusement pour les enfants, ils sont récupérés et élevés par une louve. Alors, un peu plus tard, Romulus et Rémus deviennent des adultes vigoureux et forts, qui veulent en découdre avec les anciens ennemis de leur grand-père. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont décider de fonder une cité. Donc ils vont retourner à l'endroit où la louve les avait sauvés, et près du Tibre, ils vont essayer de fonder une cité, près de la colline du Palatin. Alors, pour savoir qui va fonder la cité, ils vont regarder les oiseaux dans le ciel, ils vont prendre les augures. Alors, d'un côté, il y a Rémus qui regarde, et puis aussi Romulus. Alors, Rémus voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 oiseaux, et Romulus en voit 12. Donc, Romulus pense que c'est à lui de fonder la cité, mais cela, bien sûr, énerve Rémus, il y a une bagarre qui a lieu entre les deux, et Romulus tue son frère, Rémus. Mais Romulus, comme ça, a pu devenir le seul et le premier roi de Rome. Alors, toute cette histoire, ce mythe, est-ce que c'est vraiment la vérité? Alors, on va faire une petite enquête. Cette petite enquête, on la commence avec un homme qui s'appelle Tite-Live. Tite-Live, c'est un Romain, et c'est lui qui raconte l'histoire de Romulus et Rémus. Or, il a vécu entre 59 avant Jésus-Christ et 17 après Jésus-Christ, c'est-à-dire près de 700 ans après les événements qu'il raconte. Donc, on peut se dire qu'il y a peut-être eu quelques déformations entre la réalité et l'histoire qu'il raconte. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que comme un peu les histoires de Ulysse, qui sont racontées par Homère, en fait, ce sont surtout des histoires qui doivent servir à éduquer les Romains, se rappeler qu'il faut respecter les dieux, qu'il faut défendre la cité à tout prix. Alors, quand Tite-Live raconte cette histoire, en fait, Rome, c'est plus un tout petit village comme à l'époque de Romulus, c'est en fait devenu un immense empire, un immense territoire. Alors on va se demander maintenant, comment est-ce que Rome, de ce petit village, est devenu un immense empire en Italie et dans toute la Méditerranée? Alors d'abord, regardons une carte. Rome, qui était une ville finalement au centre de l'Italie, a commencé par conquérir toute l'Italie. Et puis, avec cette conquête, elle s'est frottée à des ennemis puissants, notamment par exemple Carthage et Hannibal, qui était le plus puissant des rois carthaginois. Et puis elle s'est aussi frottée aux Grecs, progressivement. Et puis un peu plus tard, un autre peuple qui s'appelait les Gaulois. Donc en fait, elle s'est confrontée à beaucoup de peuples et a conquis beaucoup de territoires tout autour de la mer Méditerranée. Alors comment est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle l'a fait avec des hommes, des soldats, des fantassins, des hommes à pied, qui étaient organisés en légions, qui étaient très bien organisés. Alors dans une légion, il y avait un centurion qui dirigeait, et puis il y avait des légionnaires en dessous. Voilà, donc c'était très organisé, très hiérarchique. Alors aussi, le camp romain était très bien organisé et permettait donc d'assurer les conquêtes. Donc dans ce camp, il y avait 5000 légionnaires qui habitaient, donc 5000 légionnaires qui vivaient et qui étaient donc ravitaillés, ça servait aussi comme lieu de défense, comme lieu d'observation, et puis la religion était présente parce que les Romains pensaient que si ils arrivaient à conquérir autant de territoires, c'est que les dieux étaient avec eux. Alors, quand on voit donc ces légionnaires, en fait, qui est-ce que c'était ces légionnaires à l'origine? Comment est-ce qu'ils vivaient à Rome? Alors, ici, on va s'intéresser à ce que c'est qu'être un citoyen romain. Alors, il faut savoir que Rome, en fait, si au début c'était une royauté, très vite ça devient une république. Alors qu'est-ce que c'est qu'une république? Une république, c'est un territoire où le pouvoir appartient aux citoyens. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui dirige, mais ce sont les personnes qui s'appellent les citoyens. Alors qui est citoyen à Rome? Eh bien, les citoyens, ce sont des personnes qui ont des droits,
ils ont les droits par exemple de voter les lois, ils ont le droit aussi d'élire ceux qui vont les diriger, qu'on appelle les magistrats, ils ont le droit de devenir magistrats, ça veut dire en se présentant aux élections, ils ont le droit aussi de propriété, de posséder des terres, ils ont le droit aussi de se marier ou bien d'être défendus en justice. En fait, si on faisait la comparaison avec aujourd'hui, on pourrait dire qu'ils ont des droits politiques par rapport au pouvoir et des droits civils, des droits individuels propres en fait à la vie de tous les jours. Alors, un citoyen a des droits, mais il a aussi des devoirs à Rome. Il a par exemple le devoir de faire son service militaire, ça veut dire de défendre Rome et de participer aux conquêtes. Il a aussi le devoir de se faire recenser, ça veut dire de se faire compter en indiquant son nom, son prénom, son surnom. Aussi de participer à la religion. Il n'y a pas de liberté religieuse, il faut faire toutes les cérémonies religieuses, et il faut aussi payer l'impôt, qui est très important puisque il faut construire des camps gigantesques qui permettront les conquêtes. Alors, ces citoyens et ce légionnaire, en fait, c'est la même chose, puisque tous les citoyens sont appelés à devenir légionnaires. Le romain, c'est à la fois quelqu'un qui a des droits et des devoirs, mais c'est aussi quelqu'un, donc c'est aussi un soldat. Alors, si on reprend notre carte, on voit donc qu'on a bien des Romains qui habitent à Rome, mais ils se sont retrouvés, donc, avec toutes les guerres qu'ils ont fait, en contact avec beaucoup de peuples, par exemple les Gaulois, avec les Grecs, avec les Égyptiens, avec les Carthaginois. Et une fois qu'ils ont conquis ces territoires, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces habitants? Eh bien, on va voir que ces habitants, que les Romains appellent des barbares, sont devenus, en fait, eux aussi, des Romains. Alors, première chose à retenir, c'est la différence entre un Romain. Un Romain, c'est quelqu'un qui parle latin, qui a des dieux romains, et un barbare. Un barbare, c'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est tout simplement quelqu'un qui ne parle pas latin. Il parle d'autres langues, il va parler par exemple le celte, et c'est aussi quelqu'un donc qui a d'autres dieux. Au lieu de croire en Jupiter, par exemple, les Gaulois, ils croient en Toutatis. C'est aussi le dieu du ciel, mais il a un autre nom. Eh bien, tous ces barbares que Rome a conquis progressivement, voilà, dans toutes les directions, autour de la mer Méditerranée, après une grande période, eh bien, au lieu d'être barbares, ils sont devenus des Romains. Voilà, par exemple, les Ibères, dans l'actuelle Espagne, sont devenus des Romains, les Gaulois sont devenus des Gallo-Romains, et puis les habitants, par exemple, de la Syrie, sont aussi devenus des Romains. Alors, comment ils sont devenus des Romains? Eh bien, tout simplement parce que les Romains sont venus avec toute leur culture. Par exemple, ils ont installé ce qu'on appelle des voies romaines. Les voies romaines, ça permet de se déplacer, ça permet de faire du commerce, ça permet tout simplement de se déplacer comme aujourd'hui. Alors par exemple, prenons un petit exemple, la voie domitienne, c'est une voie qui part de Rome et qui permet de rejoindre la Manche très rapidement. C'est un peu comme les autoroutes d'aujourd'hui. Si vous voyez un plan, vous voyez que c'était quand même très très bien fait, avec des belles pierres, et ça permet de circuler assez rapidement dans tous les territoires romains. Et puis ils ont aussi installé d'autres choses, par exemple à Leptis Magna en Libye, donc en Afrique du Nord, ils ont installé par exemple des théâtres, donc ça permettait de regarder des pièces qui parlaient par exemple des dieux romains. Ils ont aussi installé des temples à Nîmes ici, dans la Narbonnaise, donc ça veut dire dans le sud de la Gaule. On a construit un dieu en l'honneur des Romains. Et puis on a aussi installé des amphithéâtres à Arles. C'était un lieu où on faisait des grands jeux, notamment des jeux de gladiateurs, c'était des hommes qui combattaient, et donc tout le monde regardait ça, était passionné par les jeux à l'amphithéâtre romain. On a aussi construit des aqueducs. Des aqueducs, ça permettait d'apporter l'eau aux villes, donc par exemple, ça permettait d'aller de la source jusqu'à Nîmes. Et ici, donc le pont du Gard, c'était donc un magnifique aqueduc construit par les Romains pour approvisionner les villes. Alors, aussi, ils ont construit, pour protéger leur territoire, des défenses. Par exemple, ici, en Bretagne, ils ont construit le mur d'Adrien. Alors la Bretagne, ça correspond à l'Angleterre, et c'était un mur de défense qui permettait donc de protéger ceux qui étaient devenus romains de ceux qu'on appelait les barbares, c'est-à-dire qui n'étaient pas romains. Alors donc, on voit bien donc que toutes ces personnes sont en fait devenues des Romains. Par exemple, les Gaulois sont devenus des Romains. Alors la question c'est, est-ce qu'ils l'ont fait volontairement, ou est-ce qu'ils l'ont fait par la force? Ils l'ont plutôt fait volontairement, puisque en fait la romanisation, c'est ce qu'on appelle l'adoption du mode de vie, de la langue et de la religion des Romains, c'est faite plutôt pacifiquement, c'est-à-dire qu'après la conquête, en fait les Gaulois ont apprécié la culture des Romains, et ils sont devenus des Gallo-Romains.